Il était 18h47 en ce jour de Thanksgiving. La longue table en chêne de la salle à manger de ma mère était dressée pour 34 personnes. C'était le genre de table qui s'étendait d'un bout à l'autre de la salle à manger. Le genre de table que l'on ne sort qu'une fois par an, lorsque toute la famille descend et remplit toutes les chaises. Et la dinde a été découpée. Les bougies étaient allumées. Quelqu'un avait plié les serviettes de table en tissu pour en faire de petits éventails. La maison sentait le romarin et le beurre, ainsi que la chaleur spécifique qui émane d'un trop grand nombre de personnes dans une pièce qui n'est pas tout à fait assez grande. Ma mère se tenait debout, un verre de vin à la main, comme si elle s'apprêtait à prononcer un discours lors d'une réunion d'entreprise. À la famille qui compte vraiment, a-t-elle dit en souriant. 33 verres ont été levés. Le vin a pris la lumière des bougies. Quelqu'un a ri. Ma sœur Diane a fait teinter son verre contre celui de mon frère Patrick. Mon autre frère, Sean, était déjà en train de manger. Il ne s'intéressait pas au toast. Ce qui l'intéressait, c'était le ragoût de patates douces. Ma mère m'a alors regardé. Elle n'a pas levé ou baissé son verre. Elle n'a pas changé d'expression. Elle m'a simplement regardé comme on regarde un meuble que l'on envisage de remplacer, et elle l'a dit assez clairement pour que chaque personne présente à cette table l'entende. Tu n'auras pas un centime de grand-mère. Tu n'as jamais rien fait pour elle. Personne n'a bronché. Personne ne l'a corrigé. 33 personnes étaient assises là, leur verre toujours levé. Et aucune d'entre elles n'a dit un mot. Je n'ai pas dit un mot non plus. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. Je suis sortie de cette maison à 18h49 et je ne me suis pas retournée. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni ma mère, ni Diane, ni Patrick, ni Sean, ni aucune des 34 personnes présentes à cette table, c'est que je m'occupais de grand-mère Margaret depuis 3 ans. Chaque semaine. Parfois 2 fois par semaine. Rendez-vous chez le médecin, courses, prise de médicaments, urgence de plomberie à 2h du matin. Je l'avais fait discrètement et seul. 11 jours après ce dîner de Thanksgiving, grand-mère Margaret est morte. Une semaine plus tard, l'avocat a appelé. Et c'est à ce moment-là que tout ce que ma mère croyait au sujet de notre famille a commencé à s'effondrer. Pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette petite lecture, il faut comprendre qui était Margaret Callahan. Et pour comprendre cela, il faut comprendre notre famille. Grand-mère Margaret, que tout le monde appelait Maggie, avait 78 ans lorsque cette histoire a commencé. Elle vivait dans une petite maison coloniale sur Elm Creek Road, dans une banlieue tranquille à environ 40 minutes de la ville. La maison était payée. Elle l'était depuis plus de 20 ans. Elle y vivait depuis avant la naissance de ma mère, et avant cela, elle et mon grand-père l'avaient achetée ensemble pour un prix que les gens de notre génération peuvent à peine comprendre. Elle n'était pas une femme riche au sens où la plupart des gens entendent ce mot. Elle ne conduisait pas de voiture de luxe. Elle ne portait pas de vêtements de marque. Elle faisait ses courses dans la même épicerie qu'elle avait fréquentée pendant 40 ans. Elle découpait des coupons dans le journal du dimanche. Même si elle n'en avait pas besoin. Ce sont de vieilles habitudes. Mais voici ce que la plupart des membres de ma famille n'ont pas pris la peine de découvrir. Grand-mère Maggie investissait tranquillement et méthodiquement depuis des décennies. Mon grand-père était ingénieur en mécanique. Il n'était pas frimeur en matière d'argent. Il était prudent. Lorsqu'il est mort il y a 12 ans, il a laissé à Maggie bien plus que la maison. Il lui a laissé un portefeuille de retraite qui n'avait pas été touché depuis plus de 30 ans. Et Maggie, qui est restée intraitable jusqu'à la fin, l'a laissé grossir. Aucun d'entre nous ne connaissait le chiffre exact. Pas même ma mère. Mais personne n'avait pensé à le demander. Et grand-mère Maggie ne l'a jamais dit spontanément. Ma mère, Karen, était l'aînée des 3 enfants de Maggie. C'est elle qui dirigeait la famille. C'est elle qui organisait les vacances, envoyait les textos de groupe, décidait qui s'asseyait ou au dîner. C'est elle qui a décidé. À un moment donné, que j'étais la personne la moins importante de notre famille. J'avais 19 ans quand cela a commencé. Je venais d'abandonner l'université communautaire, non pas parce que je ne voulais pas apprendre, mais parce que je ne pouvais pas me le permettre et que mes parents ne voulaient pas m'aider. Diane était dans une université de 4 ans, entièrement financée. Mes parents ont payé ses frais de scolarité, son appartement, ses livres, tout. Lorsque j'ai demandé ne serait-ce qu'un petit prêt pour terminer mes études, mon père m'a dit, nous ne pouvons pas donner de l'argent à tout le monde, Claire. Diane a obtenu son diplôme avec mention. Mes parents lui ont organisé une fête avec plus de 60 invités.
J'ai obtenu mon diplôme par le biais d'un programme en ligne tout en ayant 2 emplois. Personne ne l'a reconnu. C'était le modèle. Et cela a duré des années. À l'âge de 23 ans, j'avais trouvé un emploi stable dans un organisme de santé à but non lucratif. Je ne faisais pas fortune, mais je dirigeais une petite équipe, j'étais bon dans ce que je faisais et je construisais quelque chose de concret. Lors des réunions de famille, ma mère me présentait encore comme celle qui n'a pas terminé ses études. Comme si ce simple fait définissait tout ce que j'étais. Diane est devenue cadre en marketing. Mes parents en ont parlé à tout le monde. Patrick est devenu directeur commercial. Ils en étaient fiers aussi. Sean n'avait pas encore tout compris, mais comme c'était le bébé, personne ne lui en a voulu. Était Claire. Claire était la déception. Claire était celle qui n'arrivait pas à reprendre sa vie en main. Claire était celle que ma mère a regardée de l'autre côté de la table de Thanksgiving et qu'elle a renvoyée devant 34 personnes sans la moindre hésitation. Mais voici ce que personne dans cette pièce n'a compris à propos de Claire. Claire était la seule à rendre visite à grand-mère Maggie. Cela a commencé modestement. J'y suis allée un dimanche, environ 3 ans avant le dîner de Thanksgiving. Diane avait mentionné en passant que grand-mère l'avait appelée pour lui dire qu'elle se sentait seule. Diane a répondu qu'elle était occupée. Patrick a dit qu'il irait un jour. Personne n'y est allé. C'est donc moi qui y suis allée. J'ai frappé à la porte à 11 heures. Grand-mère a ouvert, vêtue de son manteau, les cheveux non brossés, l'air de ne pas s'être attendue à ce que quelqu'un se présente. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, « Claire ? Entre. Je viens de faire du café. » C'était le premier dimanche. J'y suis retournée le dimanche suivant. Et le suivant. Au bout de quelques semaines, je faisais 40 minutes de route aller-retour, je m'asseyais dans sa cuisine et nous parlions. Parfois pendant 1 heure, parfois pendant 3. Elle m'a raconté sa vie. De son enfance en Irlande, de sa rencontre avec mon grand-père dans un dancing en 1968. Elle m'a raconté comment elle avait élevé 3 enfants dans une maison trop petite, mais qui semblait énorme en raison de l'amour qu'elle contenait. J'ai écouté. Elle m'a vraiment écouté. Pas comme ma mère, qui ne faisait qu'attendre son tour pour parler. J'ai écouté comme on écoute quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire et qui attend depuis longtemps que quelqu'un l'entende. Au bout de 6 mois. J'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses. Une ampoule dans le couloir qui était éteinte depuis des semaines. Une fuite sous l'évier de la cuisine qui avait laissé une tache brune sur le meuble. Une pile de factures médicales sur son comptoir qu'elle n'avait pas ouverte. J'ai donc réparé l'ampoule. J'ai appelé un plombier pour l'évier et je l'ai payé. Je me suis assis avec elle et j'ai examiné les factures médicales, une par une, et je l'ai aidée à faire le tri entre ce que l'assurance couvrait et ce qu'elle devait payer. Elle ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je l'ai fait, c'est tout. À chaque fois, elle me regardait avec cette expression. Calme, reconnaissante, un peu surprise, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un s'était donné la peine de le faire. Vous êtes la seule à venir, vous savez, m'a-t-elle dit un mardi de mars. Environ 2 ans après mes visites. Ce n'était pas une plainte. C'était juste un fait. Elle l'a dit comme on parle du temps qu'il fait. Je ne lui ai pas dit que je le savais. Je ne lui ai pas dit que j'avais appelé ma mère 3 fois pour lui suggérer que quelqu'un d'autre de la famille lui rende visite plus souvent. Je ne lui ai pas dit que ma mère avait répondu à chaque fois, elle va bien. Elle est vieille. C'est ce que font les personnes âgées. J'ai juste serré la main de grand-mère et je lui ai dit, j'aime bien venir. Et je le pensais vraiment. En septembre, environ 2 mois avant ce dîner de Thanksgiving, grand-mère Maggie a commencé à décliner. Cela n'a pas été soudain. C'était graduel, comme c'est souvent le cas. Elle a commencé à oublier de petites choses. Où elle avait mis ses clés. Et si elle avait pris son petit déjeuner. Une fois, je suis arrivée un mardi et je l'ai trouvée assise dans le salon, dans le noir, la télévision éteinte. Le regard perdu dans le vide. Elle ne semblait pas savoir quel jour on était. Je l'ai emmenée chez son médecin le lendemain matin. Le docteur Hélène Marsh était le médecin de grand-mère depuis plus de 15 ans. Elle m'a prise à part après le rendez-vous et m'a dit d'une voix calme et clinique, « Madame Callahan montre des signes précoces de déclin cognitif. Il n'est pas avancé. Mais c'est là. Elle va avoir besoin de plus de soutien. » J'ai demandé si quelqu'un d'autre dans la famille était au courant. Le docteur Marsh m'a regardé attentivement.
Vous êtes la personne à contacter en cas d'urgence, Claire. Vous êtes présente à tous les rendez-vous depuis 8 mois. Pour autant que je sache. C'est vous qui vous occupez d'elle. C'est le cas. Je l'ai été pendant un certain temps sans même me rendre compte que cela avait pris une telle importance dans ma vie. C'est moi qui remplissais ses ordonnances à la pharmacie de Maple Street tous les 3e jeudis. C'est moi qui l'appelais tous les matins à 8h15 pour m'assurer qu'elle était debout et qu'elle mangeait. C'est moi qui ai remarqué un dimanche qu'elle avait oublié de payer sa facture d'électricité pendant 2 mois consécutifs. Non pas parce qu'elle n'en avait pas les moyens, mais parce que la paperasse l'avait déroutée. J'ai réglé le problème discrètement. Il ne l'a jamais su. Pourtant, aucun autre membre de la famille n'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. J'ai appelé ma mère ce soir-là. J'ai expliqué ce que le docteur Marsh avait dit. J'ai demandé si Karen pouvait venir m'aider, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ne serait-ce que pour s'asseoir avec grand-mère afin que je puisse faire une pause. Et ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit, « Claire, j'ai un travail à plein temps. Diane a un travail à temps plein. Nous ne pouvons pas toutes réorganiser nos vies parce que grand-mère vieillit. C'est ce qui arrive. Elle s'en sortira. » J'ai rappelé 2 semaines plus tard. Même réponse. Un peu moins de patience. J'ai appelé une 3e fois à la fin du mois d'octobre, après avoir passé tout un week-end chez ma grand-mère parce qu'elle s'était embrouillée et avait essayé de partir à 3h du matin, convaincue qu'elle devait aller chercher ma mère à l'école. Cette fois, ma mère ne s'est pas contentée de me renvoyer. Il s'est senti frustré. Tu passes trop de temps là-bas, Claire. Ça commence à être bizarre. Nous avons une vie. Les gens normaux ne font pas ça. Laisse-la tranquille. J'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. C'était 3 semaines avant Thanksgiving. 3 semaines avant que ma mère ne se lève à cette table et ne dise à 34 personnes que je n'avais jamais rien fait pour grand-mère Margaret. J'ai assisté à ce discours. J'ai entendu chaque mot. Je n'ai rien dit parce que j'avais appris il y a longtemps que se disputer avec ma mère devant la famille était une bataille perdue d'avance. Il contrôlait la narration. Il l'a toujours fait. Alors je suis partie. Tranquillement. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé grand-mère Maggie et je lui ai demandé si elle voulait de la compagnie le lendemain matin. Oui, a-t-elle dit. J'aimerais beaucoup. Maman Margaret est morte le 8 décembre. J'étais là. J'étais là parce que j'étais là presque tous les jours depuis 2 semaines. Depuis que son état s'était aggravé. J'avais pris un congé sans solde. J'avais dormi sur son canapé 4 nuits de suite. J'avais appelé son médecin, parlé à l'infirmière de l'hospice, veillé à ce que ses médicaments soient corrects, tenu sa main pendant les mauvaises heures et préparé son thé pendant les bonnes. Elle est décédée à 16h22 un mardi. L'infirmière de l'hospice était dans la pièce voisine. J'étais assise dans le fauteuil à côté de son lit et je lui tenais la main. Elle n'a rien dit de dramatique à la fin. Elle ne m'a pas fait de discours final. Elle m'a juste serré les doigts une dernière fois, très légèrement, puis elle est partie. J'y suis restée assise là pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être 20 minutes. Peut-être 1 heure. La pièce était très calme. Puis j'ai téléphoné. J'ai d'abord appelé le bureau des soins palliatifs. Puis j'ai appelé les pompes funèbres. J'avais déjà tout prévu dans le cadre d'un plan de prévoyance. Il n'y avait donc pas grand-chose à faire. Puis j'ai appelé ma mère. Karen a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai annoncé d'une voix calme que grand-mère était morte. Et il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis ma mère a dit, « Oh, Vey, il y avait quelqu'un avec elle ?» J'ai répondu, « Oui, ». Je l'étais. Une autre pause. « Vey, je vais appeler Diane et les garçons. Nous nous occuperons des funérailles. » C'était toute la conversation. 12 secondes de silence, 2 questions et un plan pour trouver une solution. Non, ça va? Non. Je suis désolée. Rien. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Petite. Silencieuse. 41 personnes étaient présentes. Principalement les anciens voisins de grand-mère et quelques amis de son église. Ma mère portait une robe noire qu'elle avait achetée le matin même. Diane a apporté des fleurs qui ont coûté plus cher que ce que grand-mère a dépensé en épicerie en un mois. Patrick et Sean sont restés à l'arrière et sont partis thé. Je suis restée seule devant la tombe après que tous les autres se soient éloignés vers le parking.
Je suis resté 15 minutes. Je n'ai pas pleuré. J'avais pleuré dans cette pièce tranquille le mardi après-midi, seul avec sa main dans la mienne. À l'enterrement, je me suis senti vide, comme si quelqu'un avait touché ma poitrine et enlevé quelque chose qui m'avait maintenu stable pendant des années. Grand-mère Maggie était la seule personne de ma famille qui m'avait fait sentir que je comptais. Et maintenant? Elle n'était plus là. 5 jours après les funérailles, 10 jours après sa mort, le groupe de discussion a explosé. Ma mère avait reçu un courriel de l'avocat chargé de la succession de ma grand-mère, un certain Daniel Callahan. Aucun lien de parenté avec nous, malgré le nom de famille commun, juste une coïncidence que grand-mère avait toujours trouvée amusante. Le message était simple. Une lecture du testament avait été programmée. Toutes les parties concernées devaient y assister. Et la date avait été fixée au jeudi suivant à 14 heures. Ce qui s'est passé ensuite dans ce groupe de discussion m'a appris tout ce que je devais savoir sur ma famille. Dans l'heure qui a suivi la transmission du courriel par ma mère, Diane a envoyé un message. Bon, à notre avis, combien vaut la maison? J'ai cherché. Les propriétés d'Alm Creek Road se vendent entre 580 000 et 640 000 $ en ce moment. Patrick a répondu. Plus toutes les économies qu'elle avait. Papa a dit qu'elle avait de l'argent quelque part. Sean, est-ce qu'on partage en 4 ou en 3? Est-ce que Claire compte? Ma mère, on verra ça à la lecture. Tout le monde doit venir et être normal. Personne n'a parlé de grand-mère. Pas une seule fois. Pas une seule personne n'a dit repose en paix ou elle va me manquer ou quelque chose d'approchant. Il s'agissait d'une transaction immobilière. C'est ce que c'était pour eux. J'ai lu tous les messages. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je savais déjà ce que disait le testament. Non pas parce que j'avais fouiné, manipulé ou fait quoi que ce soit dont ma mère m'accuserait plus tard. Je le savais parce que grand-mère me l'avait dit elle-même. 6 mois plus tôt, par un dimanche après-midi tranquille, elle m'avait demandé de m'asseoir. Elle tenait une tasse de thé à la main et avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Sérieuse, réfléchie. Comme si elle pensait à quelque chose depuis longtemps et qu'elle s'était enfin décidée à le dire à voix haute. Claire, dit-elle, je veux que tu saches quelque chose. À propos du testament. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de me le dire. Elle a fait un signe de la main et a dit, je veux le faire. C'est important. Elle m'a tout raconté. La maison. Les investissements. Le compte d'épargne qu'elle avait séparé du compte courant pendant 15 ans. Tout. Et elle m'a dit à qui cela allait aller. Je sais que c'est beaucoup, a-t-elle dit. Et je sais que cela va faire du bruit. Mais j'ai bien réfléchi et je sais ce que je veux. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai dit, grand-mère, tu es sûre? Elle a souri. C'était le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu sur son visage. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Jeudi, 14 heures. Les bureaux de Callahan Associates? Au 14e étage d'une tour du centre-ville. La salle de conférence est grande. Plus grande que nécessaire. Une longue table en acajou. Des chaises en cuir. Une fenêtre donnant sur la ville. Une boîte de mouchoirs sur la table, ce qui m'a semblé être un petit détail attentionné qui en disait long sur la fréquence de ces réunions. Je suis arrivé à 13h45. La réceptionniste m'a souri et m'a conduit à la salle. Je suis restée seule pendant environ 4 minutes. Je me suis assise sur l'une des chaises situées au bout de la table, j'ai croisé les mains et j'ai respiré. Ma mère est arrivée à 13h52 avec Diane. Elles étaient bien habillées, pas exactement en tenue du matin, mais polies. Elles étaient bien habillées. Diane était coiffée. Ma mère portait un blazer que je n'avais jamais vu auparavant. Elles se sont assises en face de moi sans parler. Ma mère m'a jeté un coup d'œil une fois, rapidement. Comme on jette un coup d'œil à quelque chose qu'on préférerait ne pas voir. Patrick est arrivé à 13h57. Sean s'est présenté à 13h59, légèrement essoufflé, le téléphone toujours à la main. Daniel Callahan est entré à 14h précises. C'est un grand homme d'une 60aine d'années. Cheveux gris soigneusement coiffés. Costume sombre. Des lunettes de lecture sont accrochées à une chaîne autour de son cou. Il portait un dossier manille et un portefeuille en cuir qu'il posa sur la table avec une précision tranquille qui laissait penser qu'il avait déjà fait cela de nombreuses fois. Bonjour, dit-il. Merci à tous d'être ici.
Je tiens tout d'abord à vous présenter mes condoléances. Margaret était une amie très chère et je sais que c'est un moment difficile. Il marque une pause. Il a regardé autour de la table. Ma mère a hoché la tête. Diane s'est déplacée sur sa chaise. Patrick consulta sa montre. Je vais lire le testament maintenant, a poursuivi Monsieur Callahan. Il est juridiquement contraignant. Il a été exécuté le 14 juin de cette année, environ 6 mois avant le décès de Margaret. Il a été authentifié par 2 personnes n'ayant aucun lien avec cette famille, et il a été notarié à mon bureau. Je tiens à ce que cela soit clair avant que nous commencions, car c'est important. Il ouvre le dossier manille. La succession de Margaret et Callahan comprend les actifs suivants. Il ajuste ses lunettes. La propriété du 14 Elm Creek Road évaluée à $620 000. Un compte d'épargne à la Brookfield National Bank d'une valeur de $487 000. Un compte de courtage actuellement évalué à $1 214 000. Et un compte d'épargne secondaire contenant $41 000 de fonds divers. C'était le chiffre. J'ai regardé ma mère faire le calcul dans sa tête. J'ai vu les yeux de Diane s'écarquiller. J'ai vu Patrick se redresser sur sa chaise. Les legs, a dit Monsieur Callahan, et il a tourné la page. À Karen Donovan? $5 000. Ma mère a cligné des yeux. Elle n'a rien dit, mais quelque chose a changé sur son visage, une petite crispation autour des yeux. À Diane Donovan, $5 000. La bouche de Diane s'est entr'ouverte. Elle l'a refermée. À Patrick Donovan, $5 000. Patrick regarde la table. À Sean Donovan, $5 000. Sean a regardé ma mère. Il ne s'est pas retourné. Callahan a tourné la page à nouveau. Il a pris une inspiration. Puis il a lu la ligne suivante. L'intégralité de la succession restante, y compris tous les biens, tous les comptes et tous les actifs non spécifiés autrement, doit être donnée à Claire Marie Donovan. Personne n'a parlé. Le silence a duré 10 secondes. J'ai compté. 10 secondes entières pendant lesquelles personne dans cette pièce n'a émis le moindre son. Pas de respiration que je puisse entendre. Pas de déplacement. Rien. Juste le faible ronronnement de l'air conditionné et le bruit lointain de la ville 14 étages plus bas. Puis Monsieur Callahan a dit, il y a aussi une lettre. Il a fouillé dans le portefeuille en cuir et en a retiré une seule feuille de papier, de couleur crème, pliée une fois. Il l'a dépliée avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Il l'a lue à haute voix. À ma petite fille Claire. Cette lettre a pour but d'expliquer ma décision. Même si je ne pense pas qu'elle ait besoin de beaucoup d'explications pour quiconque y prête attention. Claire m'a rendu visite chaque semaine pendant 3 ans. Elle a fait 40 minutes de route à l'aller et au retour et ne s'en est jamais plainte. Il m'a emmené chez mon médecin quand personne d'autre ne voulait le faire. Il a payé mes factures alors que j'étais trop fière pour le demander. Elle s'est assise avec moi les jours difficiles et m'a préparé du thé les bons jours. Elle était là quand j'avais peur. Elle était là quand j'étais seule. Elle était là quand j'étais mourante. J'ai vu mes autres petits-enfants grandir et je les aime. Mais Claire est la seule à s'être toujours montrée présente pour moi, non pas parce qu'elle y était obligée, non pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle le voulait. J'ai mûrement réfléchi à cette décision et je l'ai prise l'esprit clair et le cœur plein. Utilise cela pour construire la vie que tu mérites. Ma chère fille. Tu l'as méritée. Avec tout mon amour, grand-mère Maggie. Monsieur Callahan plia la lettre et la posa sur la table. Cette fois, le silence était différent. Ce n'était pas le silence étonné de tout à l'heure. Il était plus lourd, plus épais. Il avait du poids. J'y pleurais. Je n'avais pas prévu de pleurer. Je n'en avais pas envie. Mais la lettre, entendre sa voix dans ses mots, l'entendre dire les choses qu'elle ne m'avait jamais dites à voix haute, pas une seule fois au cours de toutes ces années, cela a ouvert quelque chose dans ma poitrine que je n'ai pas pu retenir. Ma mère a été la première à parler. C'est une erreur, a-t-elle dit. Sa voix était très contrôlée. Très plate. Relisez-le. Monsieur Callahan l'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Donovan, je l'ai lu correctement. Le testament est clair. Ce n'est pas possible. Claire ne l'a pas fait. Elle ne l'était pas. Ma mère s'est arrêtée. Elle a semblé se reprendre.
Comme si elle se rendait compte qu'elle était sur le point de dire quelque chose qui sonnerait très mal devant un avocat. Diane a pris la parole à son tour. Il doit y avoir une erreur. Grand-mère n'avait pas les idées claires. Elle souffrait d'un déclin cognitif. Tout le monde le sait. M. Callahan acquiesce lentement. Je comprends votre inquiétude, mais je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Premièrement, ce testament a été exécuté le 14 juin, près de 6 mois avant le décès de Margaret, et bien avant qu'un déclin cognitif significatif ne soit documenté. Deuxièmement, j'ai une déclaration du docteur Helen Marsh, le médecin de Margaret, qui confirme que Margaret était saine d'esprit et avait la pleine capacité juridique au moment de la signature. Il ouvre à nouveau le dossier et fait glisser un document imprimé sur la table. C'était la déclaration du docteur Marsh. Une page datée, en outre, poursuit Monsieur Callahan. J'ai dans mes dossiers des relevés téléphoniques montrant les appels de Claire à Margaret, en moyenne 4 par semaine au cours des 3 dernières années. J'ai les registres des visiteurs de l'hôpital lors de l'hospitalisation de Margaret en avril dernier, montrant la présence de Claire tous les jours pendant 9 jours consécutifs. J'ai des reçus pour des médicaments, des réparations à domicile et des livraisons d'épicerie, tous payés par Claire. J'ai une déclaration sous serment de la voisine de Margaret, Madame Dorothy Harrington, confirmant que Claire était, à sa connaissance, le seul membre de la famille qui lui rendait régulièrement visite. Et elle a laissé cette question en suspens pendant un moment. Toute contestation de ce testament, a-t-il dit, serait vouée à l'échec. Les preuves sont accablantes et documentées. Je ne dis pas cela par méchanceté, mais parce que je veux vous éviter de perdre du temps et de l'argent. Ce qu'elle voulait était très clair. Elle voulait que Claire l'ait. La salle est à nouveau silencieuse. Patrick fut le prochain à parler et sa voix était dure. Alors, elle a tout ce qu'il faut? Et nous recevons $5 000 chacun? C'est ce que dit le testament, oui. C'est injuste, dit Sean qui, pour la première fois de sa vie, semble sincèrement contrarié. Nous sommes aussi ses petits-enfants. Monsieur Callahan l'a regardé avec une expression qui n'était pas méchante, mais qui n'était pas non plus sympathique. L'équité, dit-il doucement, est une question de perspective. Margaret a pris sa décision en fonction de ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle a vécu, c'est qu'une personne dans cette pièce s'est manifestée pour elle. Le testament reflète cela. Ma mère était devenue très pâle. Elle fixait la table, ses mains, rien en particulier. Diane me regardait pour la première fois de l'après-midi. Et il y avait dans son expression quelque chose que je n'arrivais pas à lire, de la colère, oui, mais en dessous, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Je n'ai rien dit. Je me suis assise sur ma chaise, les larmes séchant encore sur mon visage, j'ai regardé Monsieur Callahan et j'ai dit, merci d'avoir lu ça. Il a acquiescé. La réunion est terminée. Claire, je vous contacterai cette semaine au sujet des prochaines étapes de l'exécution de la succession. Les autres sont invités à rester aussi longtemps que nécessaire. Il a rassemblé son dossier et son portefeuille et a quitté la pièce. Ma mère s'est levée. Claire, dit-elle. Sa voix était serrée. Contrôle. Il faut qu'on en parle. Je me suis levée aussi. J'ai pris mon manteau. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années, et j'ai dit très calmement. Non. Nous n'en avons pas besoin. Et je suis sortie. Les appels ont commencé ce soir-là. Ma mère m'a appelé 14 fois entre 17h et minuit. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 12h17, elle m'a envoyé un texto, il faut qu'on en discute entre adultes. Appelle-moi demain matin. Je ne l'ai pas appelé demain matin. Le lendemain, la famille s'était regroupée. Diane m'a appelé à 9h. Son ton était différent de celui de la salle de conférence. Plus doux, plus prudent, comme si elle s'occupait de quelque chose de délicat. Claire, écoute. Personne ne dit que vous ne méritez rien. Mais $5 000 chacune. Ce n'est rien. Grand-mère voudrait qu'on règle ça en famille. Je l'ai écouté parler pendant environ 30 secondes. Puis j'ai dit, Diane, le loup a dit ce qu'il a dit. Mais je dois y aller. J'ai raccroché. Le jeudi de cette semaine-là, exactement une semaine après la lecture. Ma mère m'avait appelé 47 fois. 47. Je le sais parce que j'ai compté. Patrick avait envoyé 11 textos. Sean avait laissé 3 messages vocaux, tous plus frustrés les uns que les autres.
Diane avait envoyé un seul long courriel que j'ai lu une fois et auquel je n'ai pas répondu. Les messages se divisaient en phases prévisibles. La première phase était celle du déni. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une autre volonté. Grand-mère n'aurait jamais fait ça. La deuxième phase est celle de la colère. Vous l'avez manipulé. Tu l'as retourné contre nous. C'est exactement ce que tu voulais. La phase 3 était la négociation. Donnez-nous la maison, l'argent. Partagez-le moitié-moitié et nous laisserons tomber. Allez, Claire. Nous sommes une famille. Et la quatrième phase, celle qui est arrivée en dernier et celle qui m'a le plus parlé, était le désespoir. Je vous en prie. Il faut qu'on regarde. Décroche le téléphone. Je n'ai pas décroché le téléphone. Le lundi suivant, ma mère a fait appel à son propre avocat, un certain Gregory Hale, spécialisé dans les litiges successoraux. Elle a déposé une notification formelle d'intention de contester le testament pour cause d'influence indue et d'absence de capacité testamentaire. Je l'ai appris lorsque M. Callahan m'a appelé. Madame Donovan a déposé son testament, a-t-il dit, comme toujours. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas inhabituel. Cela arrive fréquemment dans des cas comme celui-ci. Et je veux aussi que vous sachiez qu'elle va échouer. Il m'a de nouveau présenté les preuves. Les relevés téléphoniques, les registres des visiteurs, les reçus, la déclaration du docteur Marsh, le témoignage des voisins. Elle m'a dit que le testament avait été exécuté 6 mois avant la mort de grand-mère. Bien avant tout déclin documenté. Il m'a dit que 2 témoins sans lien de parenté avaient assisté à la signature. Elle m'a dit que Margaret avait mis à jour le testament à 3 reprises en l'espace de 2 ans et que chaque version disait la même chose. Cette contestation n'aboutira pas, a-t-il dit, mais elle coûtera de l'argent à votre mère. Les frais d'avocat pour une affaire de ce type se situent généralement entre 15 000 et 40 000 $. Si le concours échoue, ce qui sera le cas, elle sera également responsable de vos frais de justice. Ce que j'ai estimé entre 10 et 20 000 $. Je lui ai demandé si je devais faire quelque chose. Et elle m'a répondu, non. Laissez la procédure suivre son cours. Je m'occupe de tout. La contestation a été officiellement entendue 6 semaines plus tard devant le tribunal des successions. J'y ai assisté, mais je n'ai rien eu à faire. Monsieur Callahan a présenté les preuves, calmement, méthodiquement. Un document à la fois. Gregory Hale a essayé de faire valoir que grand-mère avait été frappée d'incapacité mentale, que je l'avais isolée du reste de la famille, que le testament était le fruit d'une manipulation. Et la juge, une femme nommée honorable Patricia Weiss, a écouté chaque mot. Elle a examiné chaque document. Elle a posé quelques questions, puis a rendu sa décision. Les preuves appuient de manière écrasante les souhaits du défunt, a-t-elle déclaré. Cette cour ne trouve aucune indication d'influence indue, de coercition ou de manque de capacité testamentaire. Le testament de Margaret et Callahan est valide, correctement exécuté et restera tel quel. La contestation est rejetée. Elle marque une pause. Je tiens également à préciser que les frais de cette procédure seront supportés par la partie qui conteste le testament. Et je déconseille vivement tout autre litige frivole dans cette affaire. Sinon des sanctions seront envisagées. Gregory Hale n'avait pas l'air content. Ma mère, assise 3 rangées plus loin, ne regardait personne. Le coût total de ce concours raté s'élevait à 34 200 $. Ma mère a payé chaque centime. En plus des 5 000 $ qu'elle avait déjà reçus, la seule chose que grand-mère lui avait laissée. Elle avait maintenant dépensé près de 7 fois cette somme pour tenter de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Les semaines qui ont suivi le jugement ont été calmes. Plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Ma mère a cessé d'appeler. Diane a envoyé un dernier message, juste 2 mots, je suis désolée, et puis plus rien. Patrick et Sean se sont complètement tus. Le groupe de discussion, qui bourdonnait de messages depuis des années, s'est complètement éteint. Je n'ai contacté aucun d'entre eux. J'ai passé les premières semaines qui ont suivi le règlement de la succession à faire ce que grand-mère aurait voulu que je fasse. Je me suis rendue à la maison d'Elm Creek Road. J'ai parcouru chaque pièce. J'ai touché les objets qui avaient été les siens. Les photographies sur la cheminée, les vieux livres sur l'étagère, la tasse dans laquelle elle buvait toujours son café. Je me suis assise dans sa cuisine, sur sa chaise, et j'ai pleuré pendant un moment. Pas à cause de l'argent.
À cause d'elle. Parce qu'elle n'était plus là et qu'aucun héritage ne pourrait changer cela. Lorsque le chagrin s'est calmé, que j'ai pu le porter sans qu'il me submerge, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire de ce qu'elle m'avait laissé. J'ai gardé la maison. Je ne l'ai pas vendue, je ne l'ai pas retournée. Je n'ai pas voulu gagner de l'argent avec. Je l'ai gardée parce que c'était la sienne et parce qu'elle signifiait quelque chose. Je l'ai fait nettoyer et réparer, j'ai réparé les choses qui avaient été cassées, j'ai peint les pièces qu'elle avait l'intention de peindre. J'en ai fait la maison qu'elle aurait voulu avoir, si quelqu'un l'avait aidée plus tôt. J'ai fait don d'une partie des économies réalisées à l'organisation de soins palliatifs qui s'était occupée de grand-mère dans ces derniers jours. Une autre partie a été versée à un fonds de bourse d'études de l'université locale. Le genre d'aide que je n'ai jamais reçu pour des gens comme moi.et j'ai gardé le reste. Tranquillement. Avec soin. Comme l'avait fait grand-mère. Non pas parce que j'avais besoin de le montrer à qui que ce soit. Mais parce que c'était le sien et que maintenant c'était le mien et que j'avais l'intention de l'honorer. Je me rends sur sa tombe une fois par semaine. Le mardi. Le même jour que celui où je lui rendais visite à la maison. Je lui apporte une tasse de thé, un Earl Grey comme elle aimait, je m'assois sur le banc près de la pierre tombale et je lui parle pendant un moment. De ma semaine. De la maison. De rien en particulier. C'est étrange de parler à quelqu'un qui ne peut pas répondre. Mais c'est aussi une bonne chose. Parfois, je pense à ce toast de Thanksgiving. Le verre de ma mère levé. Le vin captant la lumière. À la famille qui compte vraiment. J'y pense aux 33 verres qui ont été levés. Je pense aux 10 secondes de silence dans la salle de conférence lorsque Monsieur Callahan allume mon nom.et je pense à la lettre. Celle que grand-mère a écrite. Celle qu'elle a pliée et laissée dans un portefeuille en cuir à son avocat, 6 mois avant sa mort. Sachant exactement ce qu'elle ferait lorsqu'elle serait lue à haute voix. Tu l'as mérité, ma chère fille. Je ne l'ai pas mérité parce que je voulais de l'argent. Je ne l'ai pas gagné parce que j'essayais de prouver quelque chose à ma mère ou à n'importe qui d'autre dans cette pièce. Je l'ai gagné parce que je me suis présenté. Semaine après semaine, année après année, je me suis présenté à la seule personne de ma vie qui m'ait jamais fait sentir que j'étais suffisante. Et à la fin, elle s'est montrée à la hauteur pour moi aussi. Ma mère m'a appelé une dernière fois environ 2 mois après le jugement. Tard dans la nuit. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Le message était court, quelques phrases seulement. Je l'ai écouté une fois. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit, j'espère que tu sais ce que tu as fait à cette famille, Claire. Je l'ai écouté. J'y ai pensé pendant un moment. Puis je l'ai effacé. Certaines choses, une fois dites, ne peuvent pas être redites. Et certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. J'ai fait la paix avec ça il y a longtemps. Je ne le savais pas jusqu'à ce que grand-mère Maggie me montre qu'il était normal de laisser tomber.